Allez, pour conclure cette émission Solutions Patrimoine, avec nous, fidèle au poste de le responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Viplus, Olivier Dagenac. Juste, on a fait le choix de ne pas traiter la loi de finances parce que c'est un truc de fou cette année. On a bien fait, je pense. Je pense qu'on a choisi la bonne option. Ok, alors on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des entreprises. Pour commencer, on a parlé la dernière fois du statut du dirigeant. On va continuer dans cette même veine. Les entreprises qui investissent peu, qui ont aujourd'hui des trésoreries qui sont importantes, c'est l'occasion pour nous de parler du contrat de capitalisation. C'est une bonne solution pour les entreprises? Tout à fait, Jean-François. Les entreprises ont de la trésorerie. Donc la trésorerie, ça c'est le domaine de la banque, mais ils ont parfois des capitaux qu'elles souhaitent placer sur du moyen long terme. Et là, le contrat de capitalisation est une enveloppe qui est vraiment destinée aux entreprises, qui vont leur permettre d'avoir toute la possibilité des allocations d'actifs, les actions, obligations, produits structurés et parfois même le fonds en euros. Alors Olivier, on a un point commun, c'est qu'on aime bien la pédagogie, on aime bien comprendre. Donc je voudrais qu'on essaie quand même de rééquilibrer les choses. Contrat de capitalisation, contrat d'assurance vie, ça se ressemble, mais c'est pas vraiment pareil. C'est quoi les grandes différences? La grande différence, c'est que le contrat d'assurance vie, il y a l'aléa. Il est dénoué au décès de l'assuré. Le contrat de capitalisation, c'est un bien meuble et il va être transmis, pour les personnes physiques dans la succession et dans l'entreprise. Il va rester dans l'entreprise. C'est pourquoi l'entreprise peut souscrire un contrat de capitalisation alors qu'elle ne peut pas souscrire un contrat d'assurance vie. Ok. En revanche, en termes de gestion, effectivement, en termes d'options, de support, d'investissement, on a des choses qui sont potentiellement similaires. Exactement. Ce sont les mêmes supports d'investissement. Alors, à qui peut-on proposer, je suis conseiller en gestion de patrimoine, à qui puis-je proposer des contrats de capitalisation? Parce que même si on a toutes les options de gestion, on a du fonds en euros, on a des unités de compte, on a quand même un certain nombre de contraintes réglementaires. Donc, par exemple, est-ce que je peux proposer à une entreprise commerciale un contrat de capitalisation avec 100% sur le fonds en euros? Alors là, ce n'est pas possible. Les entreprises commerciales ne peuvent souscrire que des contrats de capitalisation 100% unité de compte parce que les compagnies d'assurance en France sont soumises à l'engagement déontologique de France Assureur qui prédestine les contrats de capitalisation avec du fonds en euros aux entreprises non commerciales qui n'ont pas d'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou agricole. Quel est l'avantage de souscrire un contrat de capitalisation face au fait de proposer à mon client de lui dire vous allez faire vos investissements à long terme sur un compte titre? Deux avantages. La fiscalité spécifique du contrat de capitalisation. Le compte titre, lorsque vous allez réaliser vos arbitrages, la plus-value va rentrer dans votre bénéfice taxable. Le contrat de capitalisation est une enveloppe fermée et c'est au moment du rachat qu'on va calculer la plus-value. D'autre part, il y a un mécanisme fiscal qui permet de lisser la fiscalité sur toute la durée de vie du contrat de capitalisation. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de demander une avance à l'assureur si vous avez besoin de trésorerie sans dénouer votre stratégie d'allocation d'actifs. C'est-à-dire, sur un contrat de capitalisation, vous avez mis un objectif de placement à 10 ans, vous avez un à-coup de besoin de trésorerie, vous allez demander une avance, l'assureur va vous donner cette avance pendant quelques années et vous allez pouvoir conserver votre stratégie. Vous me dites, on lisse la fiscalité, grosso modo, ça se passe comment, le lissage de la fiscalité? Tous les ans, je payais sur un bout d'un gain imaginaire? Exactement, sur le TME, donc connu au jour de l'adhésion, 105% du TME connu au jour de l'adhésion qui va être reporté d'année en année. Alors chez Viplus, si vous regardez un peu la typologie des souscripteurs, des contrats de capitalisation donc, qui vous sont apportés par les CGP, on a quel type de clientèle? Alors, comme vous le disiez, il y a les sociétés commerciales 100% UC et les sociétés qui veulent avoir accès aux fonds en euros. Alors, ce sont les sociétés civiles, les holdings patrimoniales et tous les organismes à but non lucratif, associations, fondations, syndicats, qui viennent chercher la rentabilité du fonds en euros de l'assureur. Ok, je suis membre d'une association, je souscris un contrat de capitalisation. Est-ce que je peux reverser dessus ou est-ce qu'on me demande de faire une prime unique? Alors, pour les contrats avec le fonds c'est du vécu, donc. Encore une fois, l'engagement déontologique nous impose d'avoir des contrats à prime unique. Dès qu'il y a du fonds euro, c'est un contrat à prime unique. Et pour être tout à fait transparent, il y a même une obligation de rester dans le contrat les premières années sans effectuer de rachat. Sinon, il y a une pénalité
en cas de rachat. On rappelle le pourquoi de cette règle, c'est qu'il y avait quelques petits malins qui avaient trouvé la solution d'aller gérer leur trésorerie en rentrant et en sortant et en profitant de la collectivité pour faire ça, d'où cette règle déontologique de France Assureur. On a commencé par les clientèles d'entreprise, les personnes morales. Je voudrais qu'on passe quand même un instant parce que le CGP, il a des entreprises comme clients, mais il a aussi parfois le patron en tant que personne physique ou d'autres personnes physiques. Pour un particulier, le contrat de capitalisation, ça peut servir à quoi ? C'est un complément de l'assurance vie. Il va intervenir dans des stratégies souvent basées sur les donations. On va pouvoir donner ce contrat en pleine propriété, en démembrement. Si on le donne, on va pouvoir, comme dans toute donation, l'accompagner de charges et conditions, réaliser une donation graduelle, résiduelle. Donc, il y a tout l'environnement des donations qui s'applique au contrat de capitalisation. Autrement dit, après mon décès, le contrat de capitalisation continue sa vie. Exactement. Il est transmis aux héritiers suivant les règles que vous avez établies, soit par testament, vous l'avez destiné à un de vos héritiers, soit il va suivre le canal de la dévolution légale. Olivier, pour conclure, je voudrais qu'on termine sur un sujet dont on a déjà parlé sur ce plateau. C'était justement à propos de la dernière loi de finances, puisqu'il y avait un texte qui avait été adopté par 49.3. 49.3, sans censure, sur le quasi-usufruit. On rappelle l'histoire. Il y avait des recommandations de faire une donation avec quasi-usufruit sur des sommes d'argent. Sauf que en fait on donnait rien, on créait juste un avantage fiscal. Donc les sénateurs s'étaient un peu énervés, avaient dit non, ça c'est pas bien. Ils avaient fait un texte, comme tous les textes de loi, fait assez rapidement, donc qui était potentiellement interprétable, et le BOFIP est passé par là, et le BOFIP a interprété. Donc maintenant je vous pose une question très simple. Vous m'avez dit que le contrat de capitalisation pour un particulier, je pouvais le donner. Je peux le donner en pleine propriété ou je peux le donner avec une réserve usufruit. Dans ce cas-là, c'est un quasi-usufruit. Je vais être traité comment en pareille situation, vu ce que nous dit le BOFIP ? Alors, quand vous donnez la nue propriété d'un contrat de capitalisation, à la base, vous conservez l'usufruit, mais l'usufruit, c'est-à-dire que vous conservez les fruits. Donc la stratégie, elle reste valable parce que vous allez pouvoir acheter les fruits du contrat tous les ans, l'écart de valeur entre ce que vous avez investi et puis ce qu'il a produit. Donc la stratégie, elle reste valable. La problématique du 774 bis, c'est de l'interprétation de l'administration fiscale, c'est si vous rachetez plus que les fruits et que vous créez du quasi-usufruit. À ce moment-là, deux schémas. Soit vous le faites dans un but principalement fiscal, mais c'est pas du tout votre cas. Vous êtes un civiliste, vous faites ça. Je suis un gars honnête, moi. Voilà, exactement. Vous êtes dans une stratégie pas du tout fiscale. Donc, l'administration va reconnaître que vous réalisez ce quasi-usufruit parce que vous avez besoin pour une nécessité de la vie, pour payer votre maison de retraite, que sais-je, et on va pouvoir vous appliquer la créance de restitution au niveau fiscal au moment de votre décès. Soit on considère que vous réalisez l'opération dans un but purement fiscal et la créance ne sera pas applicable. Attention, ce n'est pas parce que l'administration indique que la créance n'est pas applicable au niveau fiscal qu'au niveau civil, votre héritier qui était nu propriétaire ne pourra pas aller chercher une plus grosse part sur votre succession. Donc ça reste avantageux, mais c'est de la stratégie assez fine qu'il faut vraiment analyser. Merci d'avoir décortiqué ce point pour nous aujourd'hui. Puis je vais me permettre une petite remarque purement personnelle. Et je vous autorise à ne pas réagir. On se demande parfois de savoir si le BOFIP interprète la loi ou fait la loi. Voilà, merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous. On vous retrouve l'année prochaine, mais pour autant c'est pas la dernière émission de l'année. On se retrouve lundi pour une émission spéciale avec les équipes de CPR AM pour parler et climat. Salut.